retourner chez le coiffeur. Quoi? Salut à tous les amis, c'est Values et on se retrouve pour un nouveau thread horreur. Pour votre bien à tous, cette casquette sera donc là pendant tout le reste de la vidéo, du début à la fin. Tout simplement parce qu'il vaut mieux pas que vous voyez ce qui se cache vraiment en dessous de cette casquette actuellement. Les amis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à me rejoindre à ces réseaux sociaux si vous voulez discuter avec moi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Twitch où je live plusieurs fois par semaine, c'est vraiment la poilade et je joue avec vous, c'est ça le mieux. Trêve de plaisanterie les amis, les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui risquent de vous parler car elles partent de choses banales, d'actions qui peuvent vous arriver à tous dans la vie, qui pourraient arriver à n'importe lequel d'entre nous. Cette première histoire, elle est racontée par Sarah. Sarah ne donne pas son âge, mais elle explique que dans sa jeunesse, elle a beaucoup déménagé à cause du travail de ses parents. Du coup, ça a fait que Sarah, elle a jamais pu avoir un groupe d'amis qui a perduré dans le temps, et c'est que à ses 16 ans que lui arrive cette histoire. Elle a passé sa dernière année de collège et s'est fait un groupe d'amis avec qui, par chance, elle se retrouve dans le même lycée. Elle traînait tous les jours avec sa bande et ils étaient 4. Un jour, un des mecs ramène un de ses meilleurs amis et il le présente au reste du groupe. Il s'appelait Sam, Sarah dit qu'il avait 4 ans de plus qu'eux et qu'il devait faire au moins 2 fois sa taille, qu'il était très grand et très imposant, ça le rendait assez intimidant. Vu que les parents de Sarah étaient très pris par leur travail, elle ne passait vraiment pas beaucoup de temps chez elle et était absolument tout le temps avec ses amis. Quand elle sortait des cours, elle faisait en sorte de rester à traîner sur le campus avec eux jusqu'à 6-7 heures. Elle dit qu'ils restaient jusqu'à la tombée de la nuit parce qu'ils étaient 3 à emprunter le même chemin et que donc ça les rassurait de rentrer chez eux en se raccompagnant mutuellement. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces histoires, un soir où il faisait un peu plus froid, tous les autres potes de Sarah ont voulu rentrer un peu plus tôt chez eux pour retrouver leur famille, sauf qu'elle, elle en a aucune envie. Du coup, il restait plus que Sam et elle. Au bout d'un moment, elle dit qu'elle veut rentrer chez elle et commence à se lever pour partir. Mais c'est là que Sam lui propose gentiment de la raccompagner jusqu'à chez elle. Elle se dit que c'est très gentil de sa part, très gentleman, et elle accepte. Pendant le trajet jusqu'à chez elle, Sam lui a raconté qu'il a déménagé de Californie il y a quelques années suite à un incident qu'il a vécu. Il dit que s'il a autant insisté pour la raccompagner, c'est parce que un jour, alors qu'il raccompagnait une amie jusque chez elle, quelque chose d'horrible qui s'est produit. Il n'en a pas dit plus sur cette histoire et ils sont arrivés chez elle sans aucun souci. Sam et Sarah sont devenus très potes, ils s'envoyaient souvent des messages et traînaient entre les cours. Après plusieurs mois à se côtoyer, Sam s'est lancé et lui a déclaré sa flamme avec une chanson au ukulélé. Elle a trouvé ça mignon mais assez étrange parce que vu qu'ils étaient potes, il savait très bien que Sarah était actuellement en couple. Elle a donc naturellement refusé et Sam n'a pas du tout accepté le choix de Sarah et s'est mis en colère. Sarah raconte que c'était pas une colère où tu cries ou tu t'énerves, c'était vraiment une colère qu'elle n'avait jamais vue chez quelqu'un d'autre. Très calme et très nerveuse. Ça l'a instantanément mis mal à l'aise. Après cet incident, ils étaient toujours amis, elle ne voyait pas de souci à ce qu'il le reste, mais bizarrement Sam commençait à l'éviter. Étrangement, moins elle le voyait avec son groupe d'amis, plus elle le voyait ou plutôt l'apercevait à des endroits où il n'aurait pas dû être. D'abord, elle le croisait dans la rue où elle marchait, quelques mètres derrière elle. Il la suivait jusque dans les cours où elle devait se rendre, mais lui non. Tout ça jour après jour, comme s'il essayait de l'espionner ou de garder un œil sur elle. Du coup, Sarah en a parlé à ses amis, elle disait qu'elle ne se sentait pas du tout en sécurité parce qu'il lui avait pas reparlé depuis la demande qu'il lui avait faite. C'est pourquoi elle leur demandait de la raccompagner après chaque cours, parce qu'il savait où elle habitait. Par la suite, Sarah a dit qu'il a recommencé à parler, mais pas à elle. Il aurait dit plusieurs propos assez troublants à leur groupe d'amis communs. Il racontait des souvenirs de lorsqu'il habitait en Californie, de cette fille avec le même nom que Sarah. Elle explique que d'abord c'était juste une folle coïncidence, elle portait le même nom qu'elle, mais la suite va vous étonner. Dans les histoires qui suivaient, il y avait de plus en plus de détails. Ses amis ont d'abord appris qu'elle avait les cheveux bruns et bouclés, qu'elle avait les yeux bleus, et qu'histoire après histoire, les détails s'accumulaient, jusqu'au jour où Sam raconta l'histoire du drame. Sam et Sarah rentraient chez eux à pied, lorsqu'ils ont été agressés par un type avec un couteau. Tout ça s'est passé le jour de l'anniversaire de Sarah, le 24 janvier, qui est aussi le jour de l'anniversaire de notre Sarah qui raconte l'histoire. Sam a fini son histoire en disant que Sarah s'est éteinte, se vidant de son sang dans ses bras et qu'il n'a rien pu faire. Lorsque ses amis ont raconté ça à Sarah, elle s'est pétrifiée. Lorsqu'elle apprend que ça s'est passé le jour de son anniversaire, il n'y a plus de doute possible, ce n'est pas une coïncidence. Est-ce que Sam fantasmait sur la mort de Sarah? Est-ce qu'il projetait de le faire? Est-ce qu'il avait rêvé que ça s'était passé? Elle n'en savait pas plus à ce moment. Si vous vous souvenez, Sarah était en couple lorsque Sam lui a fait sa demande. Elle décrit son copain comme quelqu'un de violent, qu'elle voulait quitter, mais que malheureusement
Malheureusement, après toutes les histoires que Sam racontait, elle se sentait plus en sécurité avec ce mec qui serait prêt à fracasser Sam s'il en avait besoin, plutôt que toute seule. Elle préférait la compagnie de ce mec très agressif plutôt que rentrer chez elle seule le soir. Les jours passent et Sarah tombe sur Sam à l'école, recroquevillée dans un coin en train de pleurer. C'est là que Sarah montre que c'est une personne en or. Si vous avez une Sarah, gardez-la. Malgré toutes les histoires qu'elle a entendues, elle s'est approchée de Sam et lui a demandé ce qu'il n'allait pas pour lui. Elle voulait uniquement l'aider. Ils ont parlé ensemble et Sam lui a alors raconté toutes les histoires qu'il a racontées aux amis communs en rajoutant des détails supplémentaires. Dans la suite de l'histoire, Sam raconte qu'il serait rentré à pied après un concert lorsqu'ils habitaient en Californie. Ils sont passés dans une ruelle sombre, c'est alors qu'un SDF est sorti avec un couteau rouillé et a demandé de leur donner absolument tout ce qu'ils avaient de précieux. Sarah aurait alors cherché son téléphone dans sa poche car elle n'avait rien d'autre sur elle. Mais l'assaillant a pris peur et a cru qu'elle a essayé d'appeler les flics depuis sa poche et l'a donc poignardé à multiples reprises. Sarah a été tétanisée parce que Sam insistait sur le nombre de coups de couteau. D'abord une fois, 2 fois, 3 fois, encore et encore. À chaque coup que Sam racontait, elle se décomposait un peu plus en elle-même. C'est alors que Sam a totalement changé de comportement. Lui qui était si calme jusqu'à présent, s'est d'un coup énervé et a raconté qu'à la suite de cette agression, il aurait pris le couteau de l'assaillant et l'aurait poignardé à mort. C'est pour cette raison qu'il était en train de pleurer, parce qu'il a tué quelqu'un et qu'il en a gros sur la conscience. À ce moment, Sarah, elle a beau être gentille, elle pense un petit peu à sa vie. Il vient quand même d'avouer un meurtre. Tout ce qu'elle pensait, c'était à aller raconter cette histoire à la police. Elle a tout de suite cherché à trouver ses amis pour leur raconter ce qu'elle venait de vivre. Ses amis lui ont conseillé de d'abord aller demander conseil à l'administration de son lycée avant de contacter la police. C'est ce qu'elle a fait. Elle leur a tout dit. Le harcèlement, le fait qu'il la suivait dans la rue, les histoires avec des détails très inquiétant et le fait qu'il ait avoué un meurtre. Elle explique que le principal c'est quelqu'un de très normal mais que c'est pas un expert en santé mentale. Il a donc fait venir Sam et l'a confronté à Sarah. Ça l'a vraiment mis très mal à l'aise de se retrouver en face de ce mec qui dit l'avoir vu mourir. Le principal a donc écouté la version de Sam et en a déduit qu'il n'était ni malade mental et qu'il ne représentait aucun danger pour Sarah et qu'elle devait reprendre sa vie normalement. À cause du fait que ses parents n'ont jamais été là pour elle et que ce principal n'a même pas pris la peine de l'écouter ou de la croire, elle a totalement perdu confiance dans les adultes à partir de ce moment-là. Elle a tellement perdu confiance qu'elle a même renoncé à aller parler à la police, qu'elle s'est forcée à rester avec son petit ami violent pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle termine le lycée, et qu'elle a vécu toutes ces années stressée, à regarder derrière elle à chaque fois qu'elle se promenait dans la rue, par peur de tomber sur Sam. Par la suite, Sarah, elle a fait des recherches sur internet et il semblerait qu'il n'y a eu aucun mort ni meurtre en Californie associé au nom de Sam. Pour elle, c'était plus quelqu'un qui avait un trouble mental, qui avait besoin d'aide au final, qu'un tueur en série. Mais vous, à la place de Sarah, comment vous auriez réagi? Vous auriez fait quoi de différent par rapport à elle? Vous seriez tout de suite allé voir la police? Vous auriez fait les choses différemment? Bon, bah c'était bel et bien glauque, mais vous êtes pas prêts pour la deuxième. Cette histoire, elle se parle en 2009 et Charles vient juste d'avoir 21 ans. Il travaille dans le domaine médical et il a dû récemment déménager pour accéder à son nouvel emploi. Le gars ne fait pas les choses à moitié. Charles raconte que nouvelle région, nouveau boulot, nouveaux amis. Mais pour le moment, pas d'amis. C'est pour ça qu'un soir, alors qu'il s'ennuyait après le travail, il a décidé qu'il avait envie de sortir. Il a donc quitté le petit village où il réside, qu'il ne précise pas, pour se rendre à Columbia. C'est donc tout de même à 40 minutes de route, Charles y prend sa voiture et savait pas forcément où trouver des bars. C'est à ce moment de l'histoire que Charles précise qu'il est gay, c'est pour ça qu'il cherchait un bar atypique où il pourrait rencontrer quelqu'un, peut-être son âme sœur. Il se rend donc au centre-ville de Columbia, à l'adresse qu'il a trouvée sur internet d'un bar assez branché qui paraît sympa. Très déçu, il arrive sur place et il y trouve pas du tout un bar, mais juste une dame qui était devant ce club qui était fermé. Elle lui explique que le bar a fermé il y a quelques mois et elle connaît un bar décontracté qui fait karaoké, il pourra passer une bonne soirée. Il reprend sa voiture et sur la route, il trouve une station-service. Vu qu'il n'était pas très sûr de là où il se dirigeait, il s'y arrête. Pour faire bonne impression, il achète une canette et il demande à la vendeuse si elle connaît bien le bar karaoké. Elle lui donne la nouvelle direction et il s'y rend. Il a parlé à un couple qui était pas forcément très ouvert à discuter avec lui, alors il commande une margarita et il regarde les autres personnes chanter. C'est à ce moment-là qu'un homme entre. Charles le décrit encore parfaitement, il a sa silhouette gravée dans sa mémoire. 1m80, 90 kg, la peau bronzée, une barbichette, un jean assez sale et un chapeau rouge. Il tire le tabouret à côté de Charles sans lui adresser un mot et s'assoit. Charles tourne la tête vers lui et le gars lui fait un clin d'œil. Ce mec demande à Charles s'il aurait pas une cigarette à lui dépanner. Attention, je vous dis pas de vous inquiéter dès que quelqu'un vous demande une cigarette dans la rue, mais la suite risque de pas vous y aider. Charles, très poli, il lui donne une cigarette avec un grand sourire et il commence à discuter. Il s'en souvient comme si c'était hier. L'homme lui posait beaucoup de questions. Charles y répondait avec beaucoup d'attention. Cet homme, qui ne semblait pas avoir envie de lui raconter sa vie, répondait de manière très courte et assez floue. Charles, il prend ça pour un simple « je suis pas intéressé par toi ». Il se retourne sur son tabouret et continue à regarder les personnes qui chantent. Et c'est lorsqu'il se retourne que l'ambiance a drastiquement changé. Alors que Charles n'a plus le visuel sur lui,
il sent un souffle chaud dans sa nuque. Puis, une voix lui chuchote à l'oreille « Rejoins-moi à l'arrière, près de ma voiture ». À ce moment, il entend que la personne à sa gauche se lève et s'en va. Charlie dit qu'il a pas vraiment l'habitude de ce genre d'avance et que ça l'enchante pas vraiment. Il reste le temps qu'il a envie, et c'est après une trentaine de minutes, avoir scruté la salle et n'avoir retrouvé que des personnes soit beaucoup plus âgées que lui, soit des couples, qu'il décide de rentrer chez lui. Il se décourage pas, il se dit que ce sera pour la prochaine fois la rencontre avec son âme sœur. En sortant du bar, il aperçoit 2 phares allumés. Charles n'y prête pas vraiment attention et rentre dans sa voiture. C'est lorsqu'il rentre dans sa voiture qu'il voit les phares clignoter à l'arrière, comme si la voiture venait de se verrouiller. Il regarde dans son rétroviseur et il aperçoit une silhouette noire immense courir vers lui à toute vitesse. Très bon réflexe de Charles, il ne cherche pas à comprendre ce qui se passe et démarre sa vieille voiture aussi vite qu'il peut pour se casser d'ici. Coup de bol, tous les feux sont au vert et passent au rouge juste derrière lui, il se dit qu'il va plus entendre parler de ce type. Mais très rapidement, Charles regarde dans son rétroviseur et se rend compte que le mec n'en a absolument rien à battre des feux rouges et qu'il le traque. Charles roule alors de manière aléatoire, il sait pas où se rendre, il a pas envie de retourner vers chez lui pour que le mec devine son adresse. En même temps, il connaît pas assez bien la région pour pouvoir trouver un poste de police. Je vous rappelle qu'on est en 2009 et il peut pas aller sur son smartphone pour regarder sur Maps où est-ce qu'il y en a parce que ça n'existe pas. La chose la plus sensée que Charles trouve à faire, c'est retourner sur son chemin pour retrouver cette station-service où il a acheté sa canette précédemment. Il retrouve la station-service et il voit une voiture de police arrêtée. Sans aucune hésitation, Charles se gare sur le parking et commence à sortir en courant de sa voiture, à tel point qu'il ne met même pas le frein à main, il ne pense qu'à sa vie. Charles est à peine sorti de sa voiture que le gars se gare juste à côté de lui et commence à lui courir après. Charles arrive donc dans la station-service en courant avec le souffle coupé. Il agrippe le bras du policier et lui raconte tout ce qui vient de se passer aussi clairement qu'il le peut. C'est à ce moment que le type chelou arrive également en courant dans la station-service. On est aux États-Unis, le flic braque son flingue sur le gars sans aucune hésitation. À ce moment, Charles dit que le flic avait l'air assez paniqué et qu'il appelle directement une patrouille de secours. La voiture de renfort arrive sur le parking et s'y arrête. D'après la police, il y avait un mandat d'arrêt à l'encontre de ce type et lorsqu'ils ont fouillé la voiture, ils y auraient trouvé un couteau de chasse, des cordes et du ruban adhésif. Charles se souvient encore aujourd'hui du regard que le type lui a porté depuis l'arrière de la voiture de la police. La voiture de police s'en va, Charles regagne son véhicule, il était totalement désemparé à tel point qu'il n'arrivait même plus à retrouver le chemin pour rentrer chez lui. Il n'arrivait pas à penser à autre chose que ce qui lui serait peut-être arrivé s'il était monté dans la voiture de cet étranger. Aujourd'hui, Charles n'a toujours pas eu de suite de cette histoire et il imagine que le mec croupit en prison et on le souhaite tous. À qui ce n'est pas arrivé de discuter avec un étranger, surtout de nos jours? C'était un lieu anodin dans lequel on aurait tous pu aller, où on se sent à l'aise. Si on a bien une leçon à retenir de ces histoires, c'est qu'il ne faut parler à personne. Les amis, j'espère que ces 2 histoires ne vous ont pas donné envie de rester cloîtré chez vous et devenir un fou à chat. En attendant, j'espère qu'elles vous ont plu. Donnez-moi vos retours dans les commentaires de ce que vous auriez fait à leur place, comment vous auriez vécu ça. Si vous avez des histoires similaires que vous avez lues ou que vous avez vécues, n'hésitez pas à me les envoyer via ces réseaux, ils sont là pour ça. Sinon, je vous invite à me rejoindre sur Twitch si vous êtes pressé ou la semaine prochaine pour un prochain thread. C'est officiel maintenant, c'est tous les vendredis un thread les amis. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres threads. Ciao! Pendant le trajet jusqu'à CG. Ah, c'est trop dur à dire.